Bienvenue à tous. On s'est toutes et tous déjà retrouvés dans cette situation, hein. La bonne résolution du régime qui, s'envole devant un gâteau, Ah oui, classique. ou ce projet d'épargne qu'on repousse toujours au mois prochain. Qui n'arrive jamais vraiment. Hmm. Et puis l'attraction quasi magnétique du smartphone alors qu'on a un dossier super important qui attend. Bon, ce n'est pas juste une question de manque de volonté, n'est-ce pas? Non, non, c'est plus profond que ça, effectivement. Les documents qu'on explore aujourd'hui suggèrent que c'est un conflit bien plus fondamental, ancré dans notre façon de fonctionner. Une espèce de lutte interne entre notre soi présent, celui qui veut la satisfaction tout de suite, Oui, l'immédiat. et notre soi futur, celui qui finit par payer les pots cassés. Les kilos en trop, le compte en banque un peu vide, les opportunités qu'on a laissées filer. C'est presque comme si on se trahissait soi-même au quotidien. C'est une bonne image, cette idée de trahison. Alors justement, allons creuser un peu ça. Et l'idée ici, c'est de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi ce tiraillement constant vers l'immédiat. On va s'appuyer sur ce que les sources nous disent d'un point de vue comportemental, évolutionniste et même neuroscientifique. Oui, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. L'objectif, non seulement comprendre pourquoi c'est vital d'investir consciemment dans notre avenir, notre savoir, nos finances, notre santé, mais surtout découvrir des stratégies concrètes basées sur ces recherches pour mieux gérer ce conflit et faire des choix, disons, plus alignés avec nos buts à long terme. Prêt à explorer ça? Carrément, allons-y. Commençons par cette force d'attraction du présent, là. Les sources parlent beaucoup du fameux biais du présent. En gros, c'est simple, hein. On préfère avoir un petit quelque chose tout de suite, plutôt qu'un plus gros quelque chose, mais plus tard. Le bon vieux dicton, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, quoi. C'est exactement ça. Un exemple qui revient souvent dans les documents, on propose à quelqu'un 1 million d'euros maintenant ou 2 millions dans un an. Bon, la logique voudrait qu'on attende pour doubler la mise, non? Absolument. Rationnellement, oui. Mais voilà, l'attrait du maintenant est tellement fort que beaucoup de gens craquent pour le million tout de suite. Ah oui, c'est puissant. Et c'est exactement le même mécanisme psychologique qui nous fait choisir les chips maintenant plutôt que la satisfaction d'avoir atteint notre objectif de poids dans 6 mois. Tout à fait. Et ce qui est vraiment fascinant dans les mécanismes que décrivent les sources, c'est ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique. Oula, ça a l'air un peu technique, Non, ça. l'idée est simple en fait. La valeur qu'on donne dans notre tête à une récompense future, elle ne diminue pas de façon régulière avec le temps, tu vois. D'accord. Elle chute, mais alors de façon vertigineuse. Dès qu'elle se rapproche du présent. C'est pas une pente douce, c'est une falaise, quoi. Ah oui, d'accord. Les sources donnent un bon exemple. Imagine, on te propose 50 euros dans 5 ans ou 100 euros dans 6 ans. Ok. Bon, là, la plupart des gens choisissent les 100 euros. L'attente est longue dans les deux cas. Un an de plus, ça paraît pas énorme pour doubler la somme. Ouais, ça semble logique. Mais maintenant, attention, on change un peu. 50 euros maintenant ou 100 euros dans un an? Ah, là c'est plus dur. Voilà. Là, le choix devient cornélien. Beaucoup vont prendre les 50 euros tout de suite. Pourquoi? Parce que le mot maintenant, il active cette dévaluation massive de la récompense future. L'attente est la même, un an, mais sa proximité psychologique, ça change tout. C'est fou ça. Et ça nous amène directement à un autre phénomène que les sources soulignent bien, l'incohérence dynamique. L'incohérence dynamique. Oui. En gros, on peut faire des plans super rationnels à l'avance, avec une vision à long terme. Par exemple, décider très fermement, je révise pour mon examen. Ok, je vois le genre. Mais au moment où il faut s'y mettre, la tentation du présent, faire une petite sieste, regarder juste une vidéo pour décompresser, elle devient irrésistible. Ah oui. Et on dévie de notre super plan, quitte à le regretter le lendemain matin. C'est ça l'incohérence dynamique. Nos préférences, elles changent entre le moment où on planifie et le moment où on doit agir à cause de la pression de l'immédiat. C'est dingue de voir à quel point c'est ancré en nous. D'ailleurs, les sources rappellent que, d'un point de vue évolutionniste, ce penchant pour le présent, il n'était pas si bête à l'époque. Non, c'était même une stratégie de survie. Voilà, pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans un monde super incertain, une ressource dispo maintenant, de la nourriture, un abri, c'était bien plus précieux qu'une promesse pour demain qui n'était pas sûre du tout. Exactement. Mieux valait manger la baie aujourd'hui que de compter sur une chasse qui pourrait ne rien donner demain.
C'était un héritage, en fait. Un logiciel qui était adapté à un environnement qui n'est plus vraiment neutre aujourd'hui. Tout à fait. Et au niveau du cerveau, les neurosciences décrites dans nos documents nous montrent une vraie lutte de pouvoir. D'un côté, on a le système limbique, le centre des émotions, de la récompense, celui qui nous pousse vers le plaisir immédiat, avec la dopamine notamment. C'est notre accélérateur interne, si tu veux. Ok, l'accélérateur. Et de l'autre côté, on a le cortex préfrontal, la partie plus raisonnable, responsable de la planification, de l'anticipation des conséquences, du contrôle des pulsions. Lui, c'est le frein. Accélérateur contre frein. Voilà. L'hésitation devant le gâteau quand on essaye de manger sainement, c'est littéralement cette bataille neuronale qui joue en direct dans notre tête. D'accord. Et cette fameuse expérience du marshmallow alors? Bon, on en parle souvent. Oui, et justement, les recherches plus récentes, que nos sources mentionnent, elles apportent une nuance hyper importante. La capacité d'un enfant à attendre pour avoir 2 marshmallows au lieu d'un tout de suite, ce n'est pas juste une question de force de caractère qu'il aurait ou pas. Ah bon? Non, c'est très très lié à son environnement. Est-ce qu'il perçoit son environnement comme stable? Est-ce qu'il a confiance dans le fait que la promesse sera tenue? Si l'environnement est précaire, ou si les adultes tiennent pas souvent leurs promesses, prendre le marshmallow tout de suite, ça devient la stratégie la plus logique. Ah oui, vu comme ça. C'est moins une question de volonté pure que d'adaptation au contexte, en fait. D'accord. Et il y a un autre élément psychologique fort qui ressort des sources, notre tendance à voir notre soi futur un peu comme une autre personne, presque un étranger. Un étranger. Oui. Du coup, faire des sacrifices aujourd'hui pour le bien-être de cette personne future, ça devient plus difficile. Pourquoi je me priverais maintenant pour quelqu'un que je ne ressens pas vraiment comme étant moi-même? C'est vrai que c'est une perspective intéressante, cette déconnexion, exactement. Et cette déconnexion émotionnelle, psychologique, c'est une barrière énorme pour prendre des décisions orientées vers le long terme. Cette idée du soi futur étranger, elle est vraiment parlante. Et ça rend d'autant plus cruciale la question suivante. Si notre nature nous pousse vers le présent, pourquoi c'est si important, comme le martèlent les sources, d'investir activement dans cet avenir qui nous paraît si lointain? Les documents insistent sur 3 domaines clés, 3 formes de capitaux essentiels. Le capital humain, nos compétences, notre savoir, tout ça. Oui, Et leur importance, elle est décuplée aujourd'hui, avec l'allongement de l'espérance de vie, la fin du modèle de l'emploi à vie, un environnement économique plus complexe. Négliger ces capitaux maintenant, ça a des conséquences bien plus lourdes qu'avant, j'ai l'impression. Exactement. Et un des points forts des analyses qu'on a, c'est de montrer que ces 3 capitaux, ils sont pas isolés. C'est pas des silos indépendants. Non. Ils forment un système interdépendant. Une sorte de portefeuille triangulaire, où chaque élément influence les autres. D'accord, explique-moi un peu. Par exemple, une bonne santé, ça te donne l'énergie, la clarté mentale pour apprendre, pour travailler. Donc ça booste ton capital humain. Logique. Un capital humain solide, avec de bonnes compétences, ça te permet de gagner plus, donc d'épargner, d'investir. Ça fait grimper ton capital financier. Ok. Et ce capital financier, à son tour, il te donne les moyens de prendre soin de ta santé, d'avoir accès à de meilleurs soins, un environnement plus sain, etc. Je vois, c'est un cercle vertueux, idéalement. Voilà. Vertueux, ou vicieux si un des piliers commence à flancher. Si la santé lâche, ça impacte le travail, donc les finances, et ainsi de suite. Et l'effet cumulé là-dedans, les sources en parlent. Ah oui, énormément. Et c'est souvent ça qu'on sous-estime. Pour le capital humain, c'est pas juste une compétence plus une autre compétence. C'est un effet multiplicateur. Apprendre une langue, maîtriser un logiciel, ça ouvre des portes qui mènent à d'autres opportunités. Ça élargit ton réseau, ça change même ta façon de voir les choses. Ce sont des actifs immatériels qui prennent de la valeur avec le temps. Intéressant. Et pour le capital financier, c'est le principe bien connu des intérêts composés. L'argent qui travaille et génère plus d'argent. Commencer à investir tôt, même des petites sommes, ça fait une différence exponentielle sur le long terme, sur des décennies. La magie des intérêts composés, exactement. Les clés, d'après les textes, sont avoir une vision long terme, diversifiée pour gérer les risques et être régulier. Par exemple, avec des versements progressifs, ça lisse les hauts et les bas du marché. On voit bien l'interconnexion. Mais est-ce qu'il y a un capital qui est présenté comme plus fondamental que les autres dans ces analyses? Oui, clairement la santé ressort comme le socle, la base de tout. Ah oui. Sans un minimum de santé, physique et mentale, ça devient hyper difficile de développer son capital humain. T'as pas l'énergie, la concentration, ou de maintenir l'effort pour construire ton capital financier. C'est vrai. Les sources insistent sur les bénéfices qui vont bien au-delà de juste
ne pas être malade. C'est une meilleure productivité, moins de dépenses de santé plus tard, mais aussi une meilleure humeur, plus de résilience face au stress. C'est vraiment l'investissement de base qui rend tout le reste possible et plus fructueux. Négliger sa santé aujourd'hui, c'est un peu comme hypothéquer sa capacité à bien vivre demain, dans tous les domaines. C'est très clair. Et pourtant, malgré l'évidence de ces bénéfices à long terme, on retombe si souvent dans les pièges du présent. Les sources donnent des exemples très concrets de la manière dont ce biais nous sabote. Oui, malheureusement. Prenons la carrière par exemple. La procrastination face à la planification. Cette peur de l'inconnu ou de l'échec qui nous fait dire « Oh, je verrai plus tard, je sais pas encore ce que je veux faire ». Le fameux « je sais pas ». Voilà. Et cette inaction, cette espèce de paralysie face à l'incertitude, ça a un coût énorme en termes d'opportunités manquées et de regrets plus tard. On choisit le confort relatif de ne pas décider maintenant au prix d'une trajectoire qui sera peut-être moins satisfaisante. C'est le coût d'opportunité, invisible sur le moment. Exactement. Ou côté consommation, ces achats impulsifs pour gérer une émotion passagère, le stress, l'ennui, la comparaison sur les réseaux. On ferme un peu les yeux sur l'état réel de nos finances, on succombe aux sirènes du marketing, à la facilité du paiement sans contact. Tellement facile, oui. L'épargne stagne, on s'endette parfois pour des trucs pas essentiels et on se retrouve financièrement plus fragile. Encore une fois, une petite gratification immédiate qui mine la sécurité future. Et pour la santé, c'est peut-être là où c'est le plus insidieux. On néglige l'exercice, l'alimentation saine, le sommeil, en se disant « Oh, j'ai le temps, ça n'arrive qu'aux autres », ce fameux biais d'optimisme. Oui. On sous-estime massivement le risque des maladies chroniques, celles qui s'installent doucement, sans faire de bruit au début. L'effort immédiat, aller courir, préparer un repas sain, ça semble énorme par rapport à la menace lointaine et abstraite d'une maladie dans 10 ou 20 ans. C'est vrai, le lien n'est pas direct. Pire encore, les sources soulignent le stress chronique que ça génère de savoir qu'on devrait faire quelque chose pour sa santé, mais de ne pas le faire. Ce conflit interne, il est épuisant. Et ironiquement, il est mauvais pour la santé lui-même, notamment via l'impact du cortisol, l'hormone du stress, sur le cerveau. Un cercle vicieux en somme. C'est frappant de voir comment le même schéma se répète dans différents domaines. Qu'est-ce qui relie ces différents échecs au fond? Y a-t-il un mécanisme psychologique commun identifié dans les documents? Oui, il y a un fil rouge très clair qui traverse toutes ces situations, c'est l'évitement de l'inconfort immédiat. L'évitement de l'inconfort. Exactement. Que ce soit l'inconfort cognitif de devoir réfléchir sérieusement à son avenir pro, l'inconfort émotionnel de regarder ses dépenses en face, ou l'inconfort physique de faire du sport, notre cerveau reptilien, notre amygdale, elle est programmée pour nous faire fuir ce qui est désagréable maintenant. Ah oui. Du coup, on choisit la voie de la moindre résistance à court terme, même si on sait, au fond, qu'elle mène à une situation bien plus inconfortable plus tard. Et j'imagine que ça peut s'enchaîner. Tout à fait. Et c'est ça qui rend la chose encore plus complexe. Ces domaines sont interconnectés. Ils peuvent créer des spirales négatives. Le stress au boulot peut mener à des achats compulsifs pour compenser. Oui. Ce qui augmente le stress financier, ce qui peut pousser à négliger sa santé par manque de moyens ou juste de motivation. Ce qui réduit l'énergie et la performance au travail, tu vois le truc? Oui, on voit bien comment un dérapage dans un domaine peut entraîner les autres. Voilà. Les sources insistent vraiment sur cette vision systémique des conséquences. C'est pas juste un problème isolé. D'accord, le diagnostic est posé, on comprend mieux les mécanismes, on mesure les conséquences. Bon, comment on fait pour s'en sortir? Si la volonté seule ne suffit pas, comme le suggèrent les sources, quelles pistes concrètes sont proposées pour devenir cet architecte de ses choix un peu plus avisé? Alors, il y a plusieurs pistes intéressantes. Une première, ça semble être de travailler sur notre état d'esprit, notre façon de voir les choses. Les sources parlent de cultiver consciemment une perspective à long terme, de se rappeler l'importance du fondamental, du multifacette. Il y a aussi cette idée de recadrage ou reframing en anglais. Ouais, c'est important ça. Apprendre à voir une tâche qui nous paraît difficile, non pas comme une corvée insurmontable, mais plutôt comme un défi stimulant, une occasion d'apprendre, de grandir. Essayer de transformer notre perception de l'effort en quelque sorte. Absolument. Et pour aider à ça, les stratégies pour se connecter émotionnellement avec son soi futur, elles sont mises en avant. Ah oui, l'étranger. Exactement. Le visualiser de manière concrète. Elle ressemblera à quoi ma vie si je fais ces efforts? Qu'est-ce qu'il ressentira ce moi futur? Se poser la question, que penserait mon moi dans 10 ans de la décision que je suis sur le point de prendre maintenant? Ça peut être un levier puissant. C'est pas bête comme question à se poser. Et il y a aussi la pratique de la pleine conscience, la mindfulness, ou la métacognition. Apprendre à observer ses pensées, ses impulsions, sans y réagir tout de suite.
créer un petit espace mental pour choisir une réponse plus alignée avec nos valeurs profondes, plutôt que de céder à l'automatisme du plaisir immédiat. Ça aide à calmer un peu la bataille cérébrale dont on parlait tout à l'heure. D'accord, donc travailler sur l'interne. Mais au-delà de l'état d'esprit, les sources insistent beaucoup sur l'environnement, j'ai l'impression. L'idée, c'est pas de lutter contre sa nature, mais de la contourner intelligemment en façonnant son contexte. C'est exactement ça. Devenir un architecte de son environnement de choix. C'est là qu'intervient cette fameuse théorie du nudge, le coup de pouce, non? Tout à fait. Par exemple, utiliser notre tendance à l'inertie, au statu quo, grâce aux options par défaut. Mettre en place un virement automatique pour l'épargne dès que le salaire tombe. Voilà. L'argent est mis de côté avant même qu'on ait l'occasion de le dépenser. Pas besoin de mobiliser sa volonté chaque mois. C'est fait. C'est redoutablement efficace, ça. Mhm. La manière dont l'info est présentée joue aussi un rôle crucial, le cadrage, le framing. Les sources rappellent qu'on est souvent plus motivé par la peur de perdre quelque chose que par l'attrait d'un gain. C'est l'aversion à la perte. Mhm. Du coup, formuler un objectif en termes de ce qu'on risque de manquer, ne pas faire X te coûtera Y à long terme, ça peut être plus percutant que de dire faire X te rapportera Z. C'est une astuce de communication avec soi-même, en quelque sorte. Et, bien sûr, il y a l'environnement physique. Rendre les bons choix faciles et visibles. La corbeille de fruits sur la table, les chaussures de sport près de la porte. Et rendre les choix indésirables difficiles et cachés. Les gâteaux tout au fond du placard, le téléphone dans une autre pièce pendant qu'on travaille. Simple mais efficace. Et dans cette logique de modifier l'environnement, il y a les dispositifs d'engagement, les commitment devices en anglais. C'est une stratégie particulièrement puissante que les documents soulignent. Dispositif d'engagement, c'est-à-dire? Il s'agit de prendre des mesures maintenant pour contraindre notre soi futur, celui qui risque de craquer face à la tentation. À se mettre des bâtons dans les roues à soi-même, mais pour la bonne cause. C'est un peu ça. Ça peut prendre plusieurs formes. L'engagement public, annoncer ses objectifs à ses amis, sa famille, sur les réseaux sociaux. La pression sociale peut aider. OK. Il y a aussi les pénalités financières qu'on s'impose soi-même. Utiliser une application ou un accord avec un ami. Si je ne respecte pas mon engagement, aller au sport, ne pas fumer, je dois verser de l'argent, par exemple, à une cause que je déteste. Ça motive. Ah oui, radical. Ou encore, plus simplement, la restriction d'accès. L'exemple historique de Victor Hugo qui demandait à son valet de cacher ses vêtements pour ne pas être tenté de sortir et se forcer à écrire, c'est emblématique. Incroyable. Plus près de nous, désinstaller les applis qui nous font perdre du temps, ne pas acheter de cochonneries pour ne pas les avoir sous la main, utiliser des logiciels qui bloquent certains sites web pendant les heures de travail, rendre la tentation matériellement inaccessible ou au moins plus coûteuse en effort, c'est souvent hyper efficace. On voit bien l'idée de ne pas compter que sur sa propre volonté, mais de se créer des garde-fous externes. C'est malin. Et qu'en est-il des habitudes elles-mêmes? Les sources abordent comment les construire plus efficacement. Oui, et c'est un point absolument crucial. Une recommandation forte qui revient, c'est d'abaisser drastiquement la barrière à l'entrée pour une nouvelle habitude. La stratégie des baby steps, des tout petits pas. Voilà. Au lieu de viser faire 1 heure de sport, commencer par mettre mes chaussures de sport et faire un seul squat. Juste ça. Au lieu de méditer 20 minutes, commencer par m'asseoir et respirer consciemment pendant 30 secondes. L'action est tellement minuscule qu'elle ne déclenche pas la résistance mentale habituelle face à l'effort. Ça court-circuite la procrastination en fait. Exactement. Et une fois qu'on a commencé, même si c'est microscopique, on peut s'appuyer sur un phénomène intéressant décrit dans les sources. En japonais, ça s'appelle Sagyo Kofun. On pourrait traduire ça par l'excitation par le travail ou la motivation vient en faisant. Ah, intéressant. Contrairement à ce qu'on pense souvent. Oui, on attend souvent d'être motivé pour agir. Mais en fait, l'action elle-même, même toute petite, peut déclencher la motivation. Commencer une tâche, ça active des zones du cerveau liées à la récompense, comme le noyau accumbens, et ça nous donne envie de continuer. L'élan se crée par le mouvement initial. Il faut juste démarrer. Commencer, même pour 10 secondes. Voilà. Une autre technique très pratique qui vient des recherches, c'est la planification si-alors. Si, alors. Oui. L'idée, c'est de lier très précisément une nouvelle habitude qu'on veut prendre à un déclencheur qui existe déjà dans notre routine. Par exemple, si je finis mon café le matin, ça c'est le déclencheur habituel, alors je lirai 5 pages de mon livre. Ça c'est la nouvelle habitude. D'accord. Ou, si il est 18h, déclencheur, alors j'irai marcher 15 minutes. Nouvelle habitude.
Cette structure qu'on décide à l'avance, ça réduit la charge mentale au moment de l'action et ça aide beaucoup à automatiser le comportement. C'est comme créer une nouvelle recette automatique pour le cerveau. C'est un peu ça, oui. Et pour tenir dans la durée, j'imagine qu'il est important de voir qu'on avance, non? Ah, ça, c'est fondamental. Visualiser ses progrès, c'est un moteur psychologique essentiel. Comment on fait ça concrètement? Tenir un journal, cocher des cases sur un calendrier, utiliser une application de suivi, voir un graphique de son épargne qui monte, peu importe la méthode, le fait de matérialiser ses avancées, même petites, ça renforce le sentiment d'auto-efficacité. L'auto-efficacité. Oui, cette conviction intime qu'on est capable d'y arriver. Et c'est ce sentiment qui nourrit la persévérance quand la motivation du début commence à faiblir. C'est le carburant du long terme, vraiment. D'accord. Ce qui ressort de toutes ces stratégies, en fait, c'est qu'un changement durable, ça repose rarement sur un seul pilier. Les sources convergent vers une approche intégrée qui combine La volonté, le pourquoi, la vision qui donne le sens, le sens, oui, la stratégie, le quoi, le choix des bons objectifs, la conception de l'environnement, les engagements, l'architecture, et la tactique, le comment, la mise en place concrète des habitudes avec les petits pas, la planification si alors, le suivi. Miser uniquement sur la volonté brute, c'est souvent se préparer à l'échec. Il faut construire tout un système de soutien autour de ces objectifs. un système complet. Ok, alors si on devait résumer l'essentiel de cette exploration, le message clé qui émerge de ces documents, c'est que oui, notre penchant pour le présent, c'est une caractéristique humaine profonde, un héritage de notre passé. C'est en nous. Mais ce n'est pas une fatalité. En comprenant les mécanismes psy et neuro qui sont à l'œuvre, et surtout en utilisant intelligemment les outils qu'on a, en changeant notre regard, en façonnant notre environnement, en appliquant les principes de la science des habitudes, on peut réellement apprendre à mieux gérer cette tendance. On peut devenir meilleur à ça. Et l'impact, il se mesure sur la durée, c'est ça qui est important. L'effet cumulé de ces petits choix au quotidien, de ces petites corrections de trajectoire, il est immense. Chaque effort pour sa santé, chaque euro mis de côté, chaque compétence apprise, c'est comme un intérêt composé qui travaille pour construire petit à petit notre avenir financier, professionnel, notre bien-être et, au final, une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour nous. C'est l'effet boule de neige positif. Et peut-être pour laisser une dernière piste de réflexion qui vient de ces lectures, si, comme on l'a dit, on a tendance à voir notre soi futur comme un quasi-étranger, Mm. comment on pourrait, dès aujourd'hui, cultiver activement plus d'empathie, plus de connexion avec cette personne qu'on est en train de devenir? Comment on peut s'assurer que nos choix d'aujourd'hui soient perçus par ce futur nous, non pas comme des actes de négligence ou de trahison dictés par l'égoïsme du moment, mais plutôt comme des gestes de bienveillance, de prévoyance, comme des cadeaux qu'on se fait à soi-même à travers le temps?